D'abord, merci de vous être déplacé donc, pour cette réunion. Donc, nous allons faire un peu une synthèse donc, sur le cancer du pancréas. Et merci beaucoup donc, à deux éminents professeurs, donc, le professeur Thierry Conroy, donc, qui est directeur général de l'Institut de cancérologie de Lorraine, et donc, le professeur Hamel, qui exerce donc, en tant que chef d'unité d'oncologie digestive et médicale à l'hôpital Beaujon. Oui, pardon. Bonjour à Clichy. Merci aussi donc à la ville de Nancy et à la métropole du Grand Nancy qui, comme chaque année, donc, a accepté d'illuminer la place Stanislas, plus belle place d'Europe comme chacun sait, et de parer cette place Stanislas aux couleurs de la journée mondiale contre le cancer du pancréas. C'est formidable qu'ils acceptent de se mobiliser de façon permanente. Donc maintenant, c'est la 5e fois. Alors pas pour la ville de Nancy, puisque je suis arrivé en 3e année, mais donc maintenant, tous les ans, on a cette magnifique place. Alors je ne sais pas si la Tour Eiffel a pu être illuminée cette année. J'ai pas vu, parce qu'on cherche toujours, donc depuis quelques années, donc à faire illuminer la Tour Eiffel, et ça a l'air d'être très compliqué. Il y a des problèmes techniques. Donc quelques mots, tout d'abord, donc sur l'association qui est à l'origine donc, de cette réunion. Donc, l'association Espoir Pancréas a été créée en novembre 2016, donc il y a 2 ans maintenant, presque jour pour jour. Et donc, on a créé cette association. D'abord, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises donc, des collègues parisiens qui donc, s'intéressaient à s'impliquer donc, sur la prévention et la détection précoce surtout du cancer du pancréas. Et on a rencontré à ce moment-là donc, le professeur Hamel qui dit si vous avez envie de vous impliquer, il y a quelque chose à faire. Et en particulier, donc, il n'existait pas à l'époque d'associations qui réunissent à la fois des malades, des parents et des amis de malades donc, souffrant de ce cancer du pancréas. Je me suis impliqué moi-même donc, à la suite du décès de mon épouse, qui a été touchée en 2014 et qui est, donc, qui est décédée en 2015. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir un petit peu quels étaient en fait les problèmes auxquels on était confrontés, et le fait en particulier que c'était un cancer qu'on connaissait très mal. On connaissait très très mal. On savait sa dangerosité, pour la plupart, mais on connaissait très mal ce cancer, et on était vraiment très démunis par rapport donc, à sa survenance, et sur le fait qu'à un moment donné, donc, on se demandait ce qui allait pouvoir se passer et comment on allait pouvoir réagir. Donc j'ai vu à ce moment-là également qu'il y avait beaucoup de travail à faire en matière de détection précoce, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'en fait, je me suis aperçu, je ne le savais pas à l'époque, qu'il y avait quelque part une course contre la montre lorsque le cancer du pancréas était déclaré. Donc voilà un petit peu ce qui a fait que je me sois impliqué, fait que nous avons donc commencé. Alors il existait sur Paris une équipe donc, qui avait commencé aussi à réfléchir, qui hésitait. Donc moi je suis d'origine donc de l'industrie, et donc j'avais un peu l'habitude de forcer les choses, donc j'ai fait un petit peu cette démarche en disant voilà, on lance et puis après on essaiera de construire. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on essaye d'organiser donc des événements, et celui-ci aujourd'hui est particulièrement important puisque vous avez donc 2 des meilleurs spécialistes mondiaux donc de la question qui sont là pour vous parler donc, de leur conception, de leur technique, bien sûr, mais également de leur ressenti donc, par rapport à cette pathologie. Voilà, j'en reste là pour le moment, et je vous remercie donc, encore une fois donc, de vous être mobilisés. Et je cède la parole à Thierry Conroy, parce qu'elle amène. Bon. Merci beaucoup. On a décidé de faire un duo avec Thierry Conroy plutôt que de parler à tour de rôle. Donc ce diaporama, c'est essentiellement pour vous donner un aspect didactique des choses, parce que, comme l'a dit Philippe, qu'on remercie beaucoup de nous avoir invités, et merci à vous tous aussi d'être là. C'est un espèce de serpent de mer
dont les gens ont peur effectivement pour des raisons pratiques, parce qu'ils ont été touchés dans leur vie personnelle ou leur famille, et puis parce que c'est un cancer qui a une très mauvaise réputation. Donc on va essayer de débrouiller tout ça, et puis de souligner les progrès qui ont été faits. Le progrès majeur qui a été fait, on le ressoulignera, il part quand même d'un esprit nancéen, et je crois qu'il faut le dire, hein, sur toute la planète, tout le monde connaît Thierry Conroy. Alors on va y aller. Donc il n'y a pas trop de diapositives, rassurez-vous, mais ça vous donnera une idée. Thierry? Oui, alors le cancer du pancréas, cette année, est devenu le 3e cancer par sa mortalité en Europe. Il a doublé le cancer du sein pour 2 raisons. La première, c'est que le pronostic du cancer du sein s'améliore d'une année sur l'autre, en particulier par le dépistage et l'amélioration des traitements, alors que le cancer du pancréas augmente d'incidence de façon majeure en Europe. Il augmente un peu chez l'homme et il augmente de 3% par an chez la femme. Et en France, c'est pire qu'ailleurs parce que depuis 20 ans, nous assistons à une augmentation d'incidence de 4,5% par an, ce qui est tout à fait considérable. Donc son incidence augmente. Il va être avant 2030 le 2e cancer par sa mortalité aux États-Unis. Donc ça devient un problème de santé publique majeur. Alors on peut juste rappeler qu'en France, c'est 15 000 nouveaux cas environ. Alors on avait dit 13 600 dans les dernières études, mais disons qu'on doit être près de 15 000. Pour faire simple, en mortalité, ça représente 3 fois les accidents de la route. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Voilà, et puis j'ai oublié de dire quand même qu'il y a 2 cancers du pancréas. Le type habituel qui fait 95%, qui sont les tumeurs originales des canaux, une tumeur canalaire. Et à côté de ça, il y a les tumeurs endocrines qui sont souvent bénignes, le plus souvent bénignes, et quand elles sont malignes, elles sont quand même très hautement curables, ou alors l'espérance de vie n'a rien à voir avec le cancer du pancréas le plus habituel. Voilà. Donc il y a quand même une forme qui est beaucoup préférable à une autre, malheureusement. Voilà. C'est la forme la plus classique dont on parle tous habituellement. Voilà, les facteurs. Alors, évidemment, c'est la première question posée et par les patients qui viennent en consultation de leur famille et par le grand public quand on discute de cela. Alors, on vous a représenté sur cette diapositive les principaux facteurs, mais qui n'expliquent que 30% des cancers, probablement, 30 à 40%. Il y a encore beaucoup de causes qu'on ne connaît pas. Le tabac, oui. Il y a 20 ou 30% des cancers du pancréas qui sont imputables au tabac, ce qui ne veut pas dire que tous les fumeurs font un cancer, mais évidemment, quand il y a un cancer du pancréas, il y a souvent eu du tabac. Le diabète, lorsqu'il est très prolongé pendant 10 ou 20 ans, peut favoriser l'émergence d'un cancer. L'obésité est un vrai problème, et j'en dirai un petit mot tout à l'heure avec Thierry Conroy. L'excès viande-graisse, l'excès d'alcool, on est un petit peu dans les mêmes facteurs de risque que le cœur, hein, finalement, les cardiovasculaires. Alors une maladie rare qui s'appelle la pancréatite chronique, enfin rare, relativement rare, qui survient de choix, c'est les personnes qui ont des gènes particuliers, soit qui ont bu beaucoup d'alcool. Ces gens-là font plus de cancers. Et puis il y a des causes familiales qui représentent 5% environ des cancers, comme ça pourrait être le cancer du sein, où là il y a des gènes spécifiques qui peuvent favoriser l'émergence de cancers dans une même famille. Fort heureusement, ce sont des cas assez rares. Et puis actuellement, on parle beaucoup des groupes sanguins. Alors rassurez-vous, parce que je ne vais pas donner des groupes sanguins particuliers, sinon tout le monde va s'affoler dans cette salle, mais il semble qu'il y ait des déterminants un petit peu personnels pour favoriser l'apparition de ces cancers. Et puis les facteurs protecteurs, il faut les souligner. Alors c'est pas parce qu'on fait de la marche nordique ou qu'on mange que des fruits et légumes qu'on ne fera jamais de cancer, mais il est certain qu'à l'échelon de la population générale, et notamment des jeunes, il faut favoriser ces facteurs protecteurs que sont l'activité physique et la consommation de fruits et de légumes, de préférence aux graisses cuites et au sucre. C'est les trois facteurs sur lesquels on peut lutter, sur lesquels se base la prévention. C'est le tabac, l'alcool et puis surtout l'obésité qui explique l'augmentation d'incidence uniquement dans les pays développés, c'est-à-dire l'Europe, Scandinavie comprise, l'Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande. C'est là le problème mondial. Il n'y a alors pas de cancer du pancréas en Afrique ou en Chine ou des chiffres dérisoires. C'est vraiment un problème typiquement européen, nord-américain. Alors, pourquoi l'obésité ? Il y a eu une petite émission à laquelle j'ai participé hier sur le journal de la santé de ex-Michel Simès, puisque je crois que ça a changé récemment. Et il y a un article qui vient de paraître, dont je vais vous dire quelques mots, qui vient de paraître dans la presse israélienne. Vous allez voir que c'est assez... la presse mondiale, origine d'Israël. Alors, pourquoi l'obésité joue un rôle ? Pourquoi la surcharge alimentaire joue un rôle ?
C'est parce que quand on a un stock de cellules graisseuses important, on sécrète un certain nombre de substances qui sont relarguées à partir de ces cellules jaunes qu'on appelle les cellules à graisse, les adipocytes. Et puis, tout ça interagit avec ces cellules violettes qui sont les macrophages, des cellules de l'immunité, qui vont aller pêcher un petit peu ces substances et les transporter vers le pancréas pour déclencher un certain nombre d'inflammations qui peuvent aboutir au cancer. En plus, l'obésité, donc ces facteurs ont des noms un petit peu... Voilà, l'insuline, vous connaissez, hein, on sécrète plus d'insuline quand on est gros, la leptine, l'interleukine, les tumeurs en nécrosis alpha sont des substances qui sont sécrétées par cette graisse. Et le rapport avec l'inflammation autour de cette graisse. Et puis, ça fait diminuer les bons facteurs qui protègent de ce cancer, que sont notamment certains facteurs immunitaires, comme l'immunité naturelle antitumorale, qui est diminuée chez les obèses. Voilà, alors en 2 mots, hein, je ne vais pas être trop long, rassurez-vous. Il y a une étude assez intéressante qui est en Israël. Pourquoi en Israël? Parce que tout le monde fait son service militaire, hommes et femmes, à 18 ans. Et donc, ils ont pesé les jeunes qui venaient faire leur service militaire. Quand même 1 700 000 Israéliens, c'est beaucoup, suivi pendant 25 ans. Hein, ça a débuté en 1967. En moyenne, c'est 25 ans, la suivante. Et on s'aperçoit, en fait, pour résumer, que lorsque les jeunes avaient une obésité, une vraie obésité, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle index masse corporelle supérieur à 30, c'est quand même des gens qui, pour 1m70, font 90 kg. Le risque était multiplié par 4 d'avoir un cancer du pancréas 20 ans plus tard. Vous voyez cette courbe noire ici. Alors évidemment, attention à cette verticalité. Ici, on est dans des chiffres qui sont quand même heureusement assez faibles. Enfin, on passe d'un risque de 0,2% à un risque de 0,8%, ce qui est considérable. Et c'est valable pour les gens qui ont même un léger surpoids. Donc ça, pour les jeunes, pour l'éducation de nos jeunes adolescents, il y a quelque chose à faire. La suivante. Alors, malheureusement, vous le savez, c'est un cancer pour lequel le dépistage aujourd'hui ne fonctionne pas et pour lequel nous avons de grandes résistances au traitement. Alors, quelles sont les difficultés? D'abord, effectivement, il n'y a pas un, mais des cancers avec des cellules tumorales qui sont extrêmement hétérogènes et effectivement, un cancer qui sait s'abriter en quelque sorte de l'immunité antitumorale parce qu'à la surface des cellules tumorales, il y a très peu de récepteurs contre lesquels pourraient se diriger les lymphocytes de l'organisme qui sont capables de tuer les cellules cancéreuses et nous mettre à l'abri de ce type de cancer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'immunothérapie qui a fait tellement de progrès dans les cancers du poumon ou les mélanomes ne marche pas pour l'instant dans les cancers du pancréas. Et sur la diapo suivante, on explique pourquoi c'est un cancer grave. Alors déjà, bien sûr, il y a beaucoup de mutations ADN, mais surtout il y en a une seule qui représente plus de 90% des cas, qui est la mutation RAS, et sur lequel on a été incapable à ce jour, malgré des centaines d'essais thérapeutiques, de produire une molécule efficace permettant de bloquer cette mutation. Il y a en effet une inflammation importante, il y a autour de la tumeur, sécrétée par les cellules tumorales, un environnement qu'on appelle le stroma, et cet environnement est extrêmement fibreux, très dense, ne laisse pas passer les vaisseaux, et donc il ne laisse pas passer, dans bien des cas, la chimiothérapie. Ensuite, c'est un organe qui est profond. Les premiers signes, il n'y a pas grand-chose, il y a peu de symptômes, et le potentiel de donner des métastases est très très fort, ce qui fait que du fait du potentiel des cellules tumorales à aller passer la barrière sanguine, puis aller s'aimer dans le péritoine, le foie, le poumon, une fois sur deux, on trouve la maladie à un stade métastatique, et on y ajoute 35% des cas où ce n'est plus opérable. Donc on se retrouve à 10-15% de maladies opérables au diagnostic, ce qui est très très inhabituel. C'est le seul cancer pour lequel on a une situation aussi défavorable au départ. Je pense qu'il y a une suite d'animation pour dire voilà, les facteurs qui révèlent la maladie sont peu nombreux. Les personnes qui ont la chance, c'est ceux pour lesquels la tumeur est révélée par une jaunisse qui va bloquer la voie biliaire. Et s'il y a un blocage de la voie biliaire, on s'en aperçoit très tôt et c'est des patients qu'on va trouver à un stade précoce et potentiellement opérer puis guérir.
Ensuite, c'est un cancer pour lequel, effectivement, il y avait une habitude de renoncement, de fatalisme, en disant il n'y a rien à faire. Quand j'ai commencé comme interne en gastroentérologie, maintenant une quarantaine d'années, on n'essayait même pas d'avoir le diagnostic. On disait c'est perdu d'avance. Enfin, voilà, à quoi bon faire une biopsie, à quoi bon savoir ce que c'est. On va cacher la maladie au patient et on ne va rien faire. Et c'était évidemment catastrophique. Et effectivement, l'industrie pharmaceutique, pendant longtemps, n'a pas cru qu'on pourrait développer quoi que ce soit dans le cancer du pancréas, et il n'y avait pas de crédit, il n'y avait pas de développement, alors qu'on mettait des milliards dans l'ostéoporose, le traitement de la ménopause, l'hypertension artérielle ou le cancer du côlon. Voilà. Et donc, ça a changé quand même depuis une dizaine d'années, et l'apparition des premières chimiothérapies efficaces, où là, les laboratoires, mais également le NCI aux États-Unis, l'INCA en France, a commencé à dire on va pouvoir faire quelque chose, on doit pouvoir y arriver. Alors, pourquoi autant d'échecs après les facteurs biologiques, et ce que vient de dire Thierry Conroy? C'est aussi un des cancers qui altère le plus l'état de santé des patients. Autant un cancer du sein à l'extérieur du système digestif peut se manifester par une masse, une boule, un saignement, quelque chose, autant ici, on va très vite avoir des symptômes qui vont détériorer l'état du patient. Des douleurs importantes, qui empêchent le patient de travailler, d'avoir une vie normale au début, une perte de l'appétit qui est considérable, hein. Les gens perdent facilement du poids parce qu'ils n'ont plus faim. Bon, la jaunisse, on en a parlé, ça peut être un signe révélateur, mais ça peut être aussi un signe social de maladie. Les gens peuvent se gratter, et fort heureusement, on leur met maintenant des petits stents, des petites prothèses qui leur permettent très vite de déjaunir. Un diabète est présent une fois sur 3 qui va faire perdre du poids. Les gens ont une mauvaise digestion parce que les enzymes pancréatiques sont moins bien sécrétées, ils ont souvent de la diarrhée et ils perdent du poids encore très vite. Donc tout ça aboutit à une fatigue, un amaigrissement. Et il y a en conséquence ce qu'on appelle une désadaptation physique, c'est-à-dire le patient a de moins en moins de force, se lève de moins en moins et ses muscles fondent. On l'incite à bouger, mais ils sont très fatigués. Il y a une dépression. Alors on dit c'est parce que tu as appris que tu avais un cancer, mais il y a aussi des facteurs biologiques de dépression. Le cerveau, entre guillemets, est fatigué. Et puis il y a des assertions, c'est-à-dire que petit à petit, les patients se sentent inutiles au plan de leur travail, se sentent un poids pour leur famille, et ça, c'est bien entendu à prendre en charge. Alors les traitements trop limités, on va se partager les choses avec Thierry, bien sûr, puisqu'on dit exactement la même chose. Comme il a été dit tout à l'heure, environ 1 patient sur 10 peut être opéré. On va peut-être monter un peu plus, de 10%, on va monter à 15% peut-être avec les nouveaux traitements. Il faut souligner que l'opération peut être dangereuse chez certains patients, que dans les centres experts, comme on est à Nancy, à Paris, dans ces centres-là, il y a 3% de mortalité, même chez quelqu'un qui pourtant a priori était en bonne forme avant, en dehors de son cancer. Quand on monte dans les centres, on fait moins de 20 opérations du pancréas par an, on peut aller jusqu'à 15% de mortalité propre de l'opération. Le message est clair, il faut que les centres soient suffisamment importants et un gros volume pour traiter ces patients. Une fois qu'on a opéré les patients qui arrivent en nous disant c'est la seule chance de guérison, oui, mais il y a une récidive 8 fois sur 10. Donc ça explique ce pourcentage faible de survie à 5 ans. Et chez les patients opérés, la survie à 5 ans, c'est les patients opérés, c'est-à-dire le petit nombre des patients opérés, elle était de 25% jusqu'à ce qu'il y ait un essai dont vous parlera Thierry Conroy tout à l'heure. Suivante. Et puis la chimiothérapie, il y avait peu de produits actifs qui étaient toxiques. Et puis, comme ça a été dit, les thérapies ciblées dont on parle beaucoup dans certains cancers, c'est-à-dire ces molécules qui vont se mettre dans une serrure comme une clé radioactive ou thérapeutique, sont très peu efficaces dans les cancers du pancréas. Et l'environnement pour le cancer du pancréas, c'est un désert pour l'immunité, c'est-à-dire qu'on a très peu d'activité de l'immunothérapie, mais on va combiner plusieurs immunothérapies ensemble, plusieurs médicaments ensemble, et peut-être récupérer ça. Oui, traitements locaux aujourd'hui, effectivement, c'est peu utilisé. La radiothérapie a été utilisée largement pour les douleurs. On a maintenant des médicaments tellement efficaces que c'est quand même d'utilisation relativement rare, et probablement sur l'animation suivante, il va arriver voilà, les traitements. Ah oui. Alors, très important, les traitements de support, lutte contre la douleur, contre le dépression, amélioration de l'appétit, et on pense qu'une prise en charge par une équipe de soins de support
psychologue, spécialiste de la douleur, des symptômes, dès le départ de la maladie, quelque chose qui est probablement utile, et Pascal est en train de mener une recherche sur le sujet auquel on participe. Et effectivement, il y a une liste de traitements très médiatiques et dangereux, sur lequel voilà, la liste de médicaments non prouvés et toxiques, type aileron de requin, jus de cactus, j'en parle, et des meilleurs, enfin j'en passe, et des meilleurs, il y en a des quantités sur Internet, et là, le jeûne est en particulier particulièrement dangereux, et là, il y a eu maintenant des études scientifiques sérieuses qui montrent que les traitements alternatifs de ce type sont dangereux. Voilà. Juste avant de passer à la diapositive, pour compléter, c'est une image que j'emploie souvent en consultation, peut-être Thierry, je ne sais pas, mais quand les patients nous disent pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'enlever, cette tumeur, par chirurgie, et puis comme ça part, c'est pas comme un peu de marron sur une pomme où on prend une cuillère, on fait comme ça. C'est une tumeur qui diffuse dans les lymphatiques, avec des petites cellules qui peuvent circuler à distance. C'est pour ça qu'un traitement comme une tumeur dans le sein qui peut s'enlever par chirurgie ne peut pas s'enlever aussi facilement pour le pancréas, parce que dès qu'elle dépasse la glande, elle est plus accessible à la chirurgie. Et puis la deuxième image, je dirais un petit peu culinaire, c'est que pour la chimiothérapie, c'est comme une orange, c'est les pépins des cellules cancéreuses, et tout le reste, la pulpe et l'écorce, qui représentent le plus gros de l'orange, c'est de l'inflammation. Et donc c'est pour ça que pour atteindre les pépins, il faut que ces cellules, ces molécules qu'on met au point, qu'on nous propose par l'industrie, arrivent jusqu'aux pépins, ce qui n'est pas facile. Donc on a maintenant des nouveaux traitements, dont on parlera un petit peu Thierry tout à l'heure. Alors l'accès, ça c'est quelque chose évidemment qu'on a présenté aux sénateurs pour leur dire il faut se bouger vraiment, parce que ça c'est, alors Nancy est heureusement bien pourvue, vous voyez en rouge, c'est le rapport de l'accès à un traitement proposé avec des échelles de survie il y a 5 ans ou 10 ans. En médiane, vous voyez, selon les régions, on peut avoir des différences considérables. Qu'on est en Mayenne, on est moins bien pourvu quand on est en PACA, en région Nancy ou Paris, parce que l'accès à des grands centres spécialisés à haut volume est plus difficile. Ce n'est pas la chimiothérapie en elle-même qui peut être très bien faite dans une clinique pas trop loin. C'est l'accès à cette équipe multidisciplinaire où il y a des radiologues, des chirurgiens, des personnes qui regardent au microscope la tumeur, des oncologues et toutes les équipes de soins de support. Donc on espère dans les 6 mois un changement, enfin dans le courant de 2019, un changement des seuils à partir desquels serait autorisé tel ou tel établissement, en particulier pour la chirurgie du cancer du pancréas, parce que les résultats sont centre-dépendants. Et on pense effectivement que, je suis convaincu qu'il faut un seul centre en région Lorraine, et en l'occurrence, les chiffres parlent clairement, il doit être à Nancy. Voilà. Alors, les progrès thérapeutiques, il y en a. Les choses avancent quand même, hein, même si ça reste une maladie grave. Il y a une meilleure sélection des indications pour les patients opérés. On choisit des patients pas trop fatigués. En gros, quand ils sont capables de monter 2 étages sans s'arrêter, ils peuvent être opérés. C'est ce que disent les chirurgiens. Après, il y a des tests plus sophistiqués, bien sûr. Il y a des traitements préparatoires sur lesquels travaille Thierry Conroy beaucoup aussi, qui consistent à dire, avant de se précipiter pour opérer la tumeur, il faut peut-être traiter la maladie qui est microscopique autour de la tumeur et qu'on ne voit pas. On fait ça déjà dans les cancers du sein, par exemple, un peu évolué, ce qu'on appelle le traitement néoadjuvant. Après, et c'est le cocorico de l'année dont Thierry est le porte-parole pour ce fameux essai qui montre que quand on a opéré les patients, si on leur fait une chimiothérapie forte après l'opération, on augmente considérablement leurs chances d'avoir une survie prolongée, voire une guérison. Et puis, il y a l'amélioration des techniques chirurgicales. Il y a des tumeurs qui peuvent être opérées sous célioscopie. Les patients peuvent sortir un peu plus vite parfois. Les réanimateurs sont là, les anesthésistes sont là. Il ne faut pas non plus oublier ces personnes. La suivante. À toi l'honneur, Thierry. Donc, pour la chimiothérapie, effectivement, on a démontré pour la première fois en 2010 qu'on avait une chimiothérapie efficace et qui malheureusement ne s'applique pas à tout le monde. Il faut être en bonne forme pour supporter ce type de traitement. Un patient qui a des gros antécédents cardiaques ne peut pas le supporter. Ça reste le traitement de référence mondiale, mais il y a une association thérapeutique avec la gemcitabine et un dérivé de l'IF, de l'arbre qui s'appelle le paclitaxel, qui est vectorisé en quelque sorte pour aller vers la tumeur du pancréas, qui également une association efficace. Et puis de plus en plus, on utilise des combinaisons de traitements chimio suivis
de radiochimiothérapie. Et la question, c'est quelle est la meilleure stratégie. Donc, il y a 20 ans, la chirurgie seule ne guérissait personne. Aujourd'hui, avec les premières chimios de référence, on a au mieux, chez les patients sélectionnés, 20% de survie. On a presque doublé ces résultats à 3 ans avec la chimiothérapie de type FOLFIRINOX. La question maintenant, c'est est-ce qu'il faut le faire en préopératoire plutôt qu'en post-opératoire Alors, on peut juste dire un petit mot là, c'est important. Hein. Tu as souligné de nouvelles molécules, on n'a pas mis de nom de molécules pour pas toutes les citer. Mais il y a des industriels qui ont effectivement mis au point cette phase de molécules dont tu parlais, la Paxane. On doit pouvoir le souligner ici, comme on le fait quand on en parle régulièrement. C'est une molécule auquel on a participé aux essais qui ont permis de montrer son efficacité en France comme aux États-Unis ou ailleurs. Et cette molécule n'est pas remboursée en France, alors qu'elle l'est dans tous les pays d'Europe et les États-Unis. La raison, c'est que la commission de transparence, qui est souveraine, a dit que le bénéfice de cette molécule n'est pas suffisamment eu égard au coût. Alors, quand on voit que le cancer du pancréas, ce n'est pas un cancer pour lequel on a énormément de traitements, on est un petit peu choqué quand on sait qu'une immunothérapie coûte 10 000 € par mois et que ce traitement-là en coûte à peu près 1 000. C'est un coût, c'est indéniable, mais ça représente une petite population de patients, il nous semble, et le fait qu'il soit disponible en Europe et ailleurs fait qu'on peut le prescrire, on a le droit de le prescrire, je ne sais pas à Nancy, on peut le prescrire par exemple à l'hôpital Beaujon, mais c'est l'hôpital qui paye, pas la sécurité sociale. C'est-à-dire que le directeur d'hôpital vous téléphone et m'a téléphoné à la fin de l'année en disant « Nous avons dépensé 250 000 € de cette molécule pour soigner vos patients, parce qu'il y a beaucoup de patients dans notre centre, comme chez Thierry Conroy, donc il faudrait nous rendre 2 emplois de médecins. » Avec une boutade, on n'a pas rendu ces 2 emplois de médecins, mais on en est là. Donc si vous voulez, c'est un vrai problème et c'est une raison pour laquelle on voulait... Alors les associations de patients, c'est difficile parce qu'on considère qu'elles sont peut-être sous la pression des industriels qui veulent vendre la molécule, mais cette molécule va être génériquée, donc c'est plus un problème d'argent pour le laboratoire qui veut récupérer de l'argent, c'est un problème de remboursement. Voilà, donc il y a des choix sociétaux. Et bien sûr, on le prescrit à Nancy, mais c'est vraiment, oui, un souci qu'on partage tant à l'ICL qu'avec le CHU, une molécule non prise en charge. C'est un problème pour l'hôpital parce qu'il y a des choix, à faire et les contraintes, vous le savez, sont chaque année plus importantes. Donc c'est un souci qu'on n'a que dans le cancer du pancréas, ce qui est une injustice vis-à-vis des patients. Ça, on l'a dit. Alors, il n'y a pas un, mais plusieurs types de cancers. Autrefois, on disait, quand on était petit, on disait votre grand-père a eu le cancer. Bon, maintenant, on sait qu'il n'y a plus le cancer. Le cancer du sein, c'est pas pareil qu'un cancer du pancréas ou du cerveau, mais au sein des cancers du pancréas, comme l'a dit Thierry Conroy, des patients avec une tumeur qui est identique à celle du voisin, certains vont avoir une évolution très difficile et d'autres vont être stabilisés plus longtemps et mieux répondre. Certains sous-types sont sensibles à des traitements. Par exemple, il y a une mutation qui s'appelle BRCA2 qui peut donner des cancers du sein chez la femme. Tout le monde a su l'histoire d'Angelina Jolie avec Brad Pitt. Moi, c'est très pratique. Hein. Les patients savent tous quand ils viennent, alors que les étudiants à côté ne savent pas toujours. Mais cette femme a eu le courage de dire qu'on lui avait enlevé ses 2 seins. Cette mutation qui est connue pour donner des tumeurs du sein peut donner dans certains cas des cancers du pancréas, notamment dans des pays comme Israël où il y a beaucoup de ces mutations. Et on a appris grâce aux Israéliens qu'il y a certaines de ces tumeurs avec certaines mutations qui sont plus sensibles que d'autres. Donc on va faire des sous-traitements en fonction de la génétique de ces tumeurs. Les marqueurs de diagnostic précoce, c'est assez difficile. On n'a pas beaucoup de marqueurs de diagnostic précoce. Et puis encore, c'est bien d'avoir un marqueur précoce, mais encore faut-il voir la tumeur. Si on voit quelque chose dans le sang et qu'on dit au patient vous avez probablement un cancer du pancréas et qu'on ne sait pas où il est, vous imaginez les conséquences psychologiques. Quant au dépistage ciblé, moi je m'en occupe beaucoup. On le propose dans des familles à haut risque, dans lesquelles il y a eu 3 ou 4 cancers du pancréas, ou avec une mutation spéciale. Et même en connaissant ces patients à haut risque, pour leur famille, le dépistage n'est pas encore rentable et efficace. C'est-à-dire qu'il faut faire des dizaines d'IRM, d'échoendoscopies sous anesthésie générale, pour trouver, on va le publier prochainement, 5% de tumeurs qui soient curables. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de patients qu'on embête pour rien, voire des patients qu'on opère en disant il y a une petite tache et c'est rien. Donc le dépistage n'est pas un dépistage de masse comme celui du cancer du sein et du côlon, jamais il le sera. Mais par contre, dans certaines familles à très haut risque, oui, il faut quand même aller voir un médecin spécialisé dans un centre expert pour en discuter. En complément, on s'est effectivement engagé à l'ICL avec plusieurs équipes américaines, canadiennes et européennes sur effectivement, à partir de la base qu'on a constituée dans l'étude qu'on a terminée cette année, déterminer quels sont les éléments dans la tumeur qui permettent de prédire
que cette tumeur va être sensible à tel ou tel protocole plutôt qu'un autre, donc là ça va partir. Et l'autre élément qu'on partage avec Pascal et des collègues parisiens, on travaille sur l'ADN circulant où on recherche des anomalies de l'ADN tumoral qui permettraient sûrement d'améliorer la surveillance, mais peut-être un jour de passer au dépistage. Mais là on n'en est pas là, mais il commence à y avoir des pistes sérieuses dans le domaine. Voilà. Et puis, il faut souligner l'importance du parcours de soins, c'est-à-dire qu'un patient ne traîne pas pendant des semaines. Quelqu'un qui maigrit à 60 ans, qui a un diabète qui apparaît, qui a des douleurs, avant de lui faire des endoscopies dans l'estomac et des choses comme ça. Le scanner est un examen qui n'est pas coûteux, qui est rapide. Il faut 80 secondes pour faire un bon scanner avec une injection. Alors, il faut prendre le rendez-vous. Mais la plupart des centres, ce n'est pas comme l'imagerie par résonance, qui est plus difficile d'obtenir, l'IRM. Le scanner doit être fait rapidement dès qu'il y a des douleurs un peu particulières. Pas chez tous les diabétiques, hein, parce qu'il y a quand même 2 millions de diabétiques en France, mais chez ceux qui ont un diabète adolescent, plus un autre signe digestif, diarrhée, douleur. Le diabète ne donne pas de douleur. Donc là, il faut avoir ces examens faciles. Ensuite, il y a effectivement, comme l'a dit gentiment Thierry, un protocole en France qui est le protocole appelé urgence pancréas, pour dire que les patients qui sont adressés dans les centres et qui ne sont pas en très bonne forme, c'est-à-dire qui effectivement ne seraient pas capables d'avoir une chimiothérapie lourde, doivent être remis en condition, car un patient qui arrive déprimé, inquiet, qui a mal, qui éventuellement a des nausées, qui ne mange plus, si on lui apporte ses premiers soins de support, peut-être 15 jours plus tard, il sera capable de supporter une chimiothérapie plus lourde. Donc c'est pour ça qu'il y a une urgence à mettre en place les traitements pour ces patients-là. Et enfin, on le soulignera jamais assez, c'est multidisciplinaire. C'est pas le chirurgien qui décide de tout pour le cancer du pancréas, ou l'oncologue, ou le gastro-entérologue, ou que sais-je, le diabétologue. C'est des gens autour d'une table qui équilibrent les propositions en fonction de l'état général du patient et de ses souhaits. Voilà, cette diapositive, on a bien de nos collègues au centre de la diapositive. C'est ce que Thierry Conroy disait, hein. Pour les étudiants, quand ils ont du mal à se souvenir, moi je leur dis il y a 7 D. Alors évidemment, on a un peu triché pour avoir les D. Hein. D'accord, Thierry? Donc les obstructions, alors là où vous voyez des petits tuyaux qui sortent, c'est des tuyaux qui ont été posés dans la voie biliaire, ce qu'on appelle des stents, qui peuvent être en métal ou en plastique, qui permettent à la bile de couler brutalement et le patient déjaunit en quelques jours. Quand c'est dans l'intestin qui est bloqué, il peut remanger rapidement. C'est des progrès considérables, hein, parce que si les patients ne mangent pas, évidemment, c'est plus difficile. Douleur, diabète, dépression, la maldigestion liée au fait que le pancréas ne fonctionne pas bien, la désadaptation physique et la dénutrition. Tout ça fait appel à nombre de spécialistes, la suivante. Et bien entendu, il faut garder au centre du dispositif, lorsque c'est possible, le médecin traitant. Voilà. Alors, j'ai mis quelques photos qui sont des patients qui ont accepté. J'ai cassé les yeux quand les patients étaient trop visibles, mais en haut, vous avez une femme de 72 ans avec un cancer métastatique qui est à 6 mois de traitement et qui vient de faire 500 km de vélo en une semaine cet été. Bon, elle était sportive avant, hein. En bas, là-bas, sur un kitesurf, vous avez un patient qui est arrivé en brancard, déprimé, avec des douleurs épouvantables et qui, 6 mois après de Folfirinox et des traitements de support, m'a envoyé cette photo en disant c'est vraiment magique. Hein, pour lui, c'est déjà ça. Et puis cette jeune femme là, qui a fêté ses 40 ans et pas très longtemps, qui danse, qui va bien et qui, chaque fois, envoie des messages positifs quand il y a des belles fêtes comme ça, parce que la vie continue, hein. La vie continue pendant ce temps-là. Et ça, honnêtement, Thierry, je ne sais pas, mais moi, je ne voyais pas de patients comme ça il y a 20 ans. On rentrait dans la chambre, 3 mois plus tard, les choses déclinaient. Donc les choses, quand même, avancent. Il y a deux choses qui ont fondamentalement changé au cours de mon expérience maintenant, malheureusement, de 40 ans. Premièrement, on ne voit plus des patients mourir dans des conditions très inconfortables, de douleur, de révolte. Enfin, j'ai vécu des situations étant étudiant qu'on ne voit plus du tout. Les soins de support ont permis, dans l'immense majorité des cas de patients qu'on ne peut pas guérir, d'avoir une fin de vie dans des conditions extrêmement acceptables. Ça reste bien sûr difficile, c'est une maladie qui est terrible, mais on a vraiment amélioré les choses au quotidien. Voilà. Et là, le rôle des associations de patients et d'expliquer ce que cette maladie va aider, je pense,
à retirer aussi son caractère de fatalité et de mort systématique, ce qui n'est plus le cas. On a amélioré clairement les statistiques au niveau mondial, même si on n'est pas content aujourd'hui des résultats et qu'on sait qu'on doit progresser. Mais les outils qu'on a mis au point au cours des dernières années permettent de se dire, dans 5 ans, on aura doublé la survie à 5 ans dans tous les pays développés. On voit chaque année qu'on gagne quelques points, quelques pourcents. Voilà. Il reste évidemment beaucoup à faire, mais on peut opérer beaucoup plus de patients aujourd'hui avec des traitements préopératoires. Il y a des patients pour lesquels on a dit c'est inopérable, on ne pourra jamais opérer. On fait 3-4 mois de chimio suivi de radiochimio, ben on peut opérer au moins un tiers des cas. Donc on est en train de changer quand même, non pas tout ce spectre épouvantable de la maladie, mais une proportion de patients, qu'on va guérir, 2, si on n'arrive pas à les guérir, leur donner une espérance de vie plus longue et dans des conditions de qualité de vie qui sont prouvées par des publications scientifiques sérieuses qui montrent qu'on est capable aujourd'hui, sinon d'améliorer la qualité de vie, au moins de la maintenir dans de bonnes conditions pour plusieurs mois, si on a la chance plusieurs années, et puis pour une fraction de patients allant croissante, amener la guérison. Voilà. Alors ça, c'est une diapositive quand on avait fait le PER Pancréas. Le PER, c'est un plan d'action intégré de recherche pour lequel l'INCa a déterminé qu'en 2017, ce serait l'année du pancréas. J'étais responsable de ce PER, donc mêlant les chercheurs fondamentaux, les cliniciens, etc. Donc c'était ma diapositive de conclusion quand on avait présenté ça devant la presse et à l'époque avec l'INCa. C'est un peu, il y a beaucoup de gens qui travaillent mais pas toujours ensemble. Et donc le but, et c'est un peu un rêve, la suivante, c'était que les cliniciens se fédèrent et plus d'interaction avec les chercheurs, parce que c'est bien que certains fassent une chimiothérapie, c'est bien aussi si on sait ce que font les chercheurs à trouver des cibles thérapeutiques, comme le disait Thierry Conroy. Il y a des groupes coopérateurs, Unicancer, la Fédération française de cancérologie digestive, le GERCOR, qui sont 3 groupes français qui sont très solides en France, mais très connus dans le monde. Parce que les grands programmes dans le pancréas, bon, Thierry est extrêmement modeste, mais enfin, le FOLFIRINOX, c'est parti d'ici. Et c'est le standard mondial depuis 10 ans et ça va le rester. Les pouvoirs publics et l'INCa, les pays étrangers nous envient cette structure tutélaire qui quand même fait avancer les choses, qui essaye de fédérer tout ça. On a la Ligue et l'Association de recherche contre le cancer, les donateurs et les industriels qui fournissent, parce que l'argent est quand même le nerf de la guerre, et ça c'est quand même toujours un problème. Et puis, on met au cœur de tout ça la société civile et l'association de patients qui a été créée, la suivante. Voilà, je crois que j'ai mis cette photo-là parce que pour moi, elle est symbolique. Ça fait des années que je rêvais de ça. Je pense que Philippe nous aidait à le faire. I have a dream, mais c'est Philippe qui l'a réalisé. Il est là sur cette photo, vous voyez. Vous reconnaissez notre cycliste de 72 ans. Et donc, voilà, ici dans cette salle, il y a des gens qui ont été touchés par leurs proches, qui sont touchés dans leur chair eux-mêmes. Il y a des gens qui viennent aider et ce petit noyau avec quelques Parisiens, des gens de Nancy, des gens d'ailleurs, s'est réuni pour essayer de faire avancer les choses. Et ça, vraiment bravo. Et il fallait l'énergie de quelqu'un comme Philippe pour mettre ça en place parce qu'évidemment, il faut beaucoup de sueur. Il y a une centaine de personnes qui sont inscrites à cette association. On n'a pas encore les moyens de dire il y a un site internet sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire. Les Américains ont 15 000 adhérents. Mais ça monte. Et c'est vraiment important que la société civile soit le 3e acteur entre les patients, le système de soins, et pour dire leurs mots. C'est indispensable et l'exemple du cancer du sein montre que ça marche. Cancer du sein avec envahissement ganglionnaire, il y a 20 ans, 20% de survie. Le même cancer au même stade, on est à 97%. Donc les progrès sont possibles. Les associations aide. L'étude que j'ai terminée cette année a été possible au Canada grâce à une association de cyclistes qui s'appelle 7 Days in May. Cette année, ils ont encore couru, ils ont donné au groupe de recherche qui travaillait avec nous au Canada 80 000 euros en une semaine. Voilà, donc ça marche, c'est utile parce que il faut convaincre. Alors c'est vrai, on l'a dit, on est beaucoup aidé, en tout cas dans les études que j'ai menées, celle de Pascal aussi, on a beaucoup été aidé par le gouvernement français. On a eu des budgets de la Direction générale de l'offre de soins et de l'Institut national du cancer. On a beaucoup aidé par la Ligue contre le cancer, mais les associations de patients peuvent aider par bien des aspects.
Et ça, j'en suis absolument convaincu. En tout cas, merci à vous tous. Merci. Merci à tous les deux. Donc, à la fois votre exposé, où techniquement on a pu voir, bien qu'étant pas des professionnels nous-mêmes, on a pu voir exactement quel était le problème et comment il se posait. Et surtout donc cette notion d'espoir sur laquelle on termine. Pas pour rien qu'on a appelé aussi l'association Espoir Pancréas. Et on tenait absolument à ce que ce mot espoir soit dans le vocable, parce que on ne pouvait pas se réduire à un simple constat. Et ne pas se réduire à un simple constat, notamment aussi par le fait que, il me semblait, c'est aussi ce qui a prévalu à la création de l'association, il semblait qu'on ne mettait pas tous les moyens possibles dans la lutte contre le cancer du pancréas. On avait eu l'occasion de participer à une réunion donc, avec des parlementaires à un moment donné, donc c'était en 2017 justement, moi je m'étais aperçu que le montant, alors c'était l'ancien plan cancer, sur 440 millions d'euros donc d'utilisés dans le plan cancer, il y avait 16 millions qui avaient été consacrés au cancer du pancréas. Et moi ça m'avait particulièrement choqué à l'époque. Alors depuis, il y a eu des avancées, mais je trouvais que on avait donc un rapport entre l'argent qui était mis sur la table, et puis la dangerosité du cancer qui n'était pas favorable aux soins. Alors, bon, nous, notre fonction, ça sera, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera d'avancer sur la détection précoce. Ça ne sera pas facile, mais on va s'y atteler. Et puis, ça sera aussi d'avancer sur le fait de faire pression, si je puis dire ça comme ça, sur les pouvoirs publics en disant, mais allez, vous avez parlé d'une molécule tout à l'heure qui n'était pas remboursée, qui devrait l'être. Donc il y a un certain nombre de points comme ça sur lesquels on va avancer.